L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Hello la team, comment ça va aujourd'hui? Et oui, c'est les playoffs, on enchaîne, donc je tiens le rythme en tout cas, encore une vidéo imprévue qui sort en pleine semaine. Ouais, à chaque fois sur Insta, vous choisissez des sujets qui concernent l'intersaison, mais moi ça me démange, je veux aussi parler des playoffs un petit peu. Du coup, pas de sondage Instagram, cette fois-ci, c'est moi qui décide. Par contre, pour le prochain sujet, vous savez où ça se passe, c'est pour ça que je fais plus de vidéos, parce que celui du week-end, il vous appartient toujours. Alors si tu ne me suis pas encore sur Insta et que tu veux avoir ton mot à dire, c'est le moment. Mais ouais, du coup, vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, aujourd'hui je vais parler de Tyrese Haliburton. Certains affirment qu'il est le joueur le plus surcoté de la ligue, d'autres assurent le contraire, qu'il est hyper sous-coté. Ce sujet, c'est clairement un truc qui fait débat, chez les fans, chez les experts et même chez les joueurs. Voilà pourquoi, ici, autant que faire se peut, on va essayer de rétablir la vérité. Alors Haliburton, surcoté ou sous-coté? Installez-vous bien, prenez un petit thé glacé, c'est bien là-dessus que l'on va s'attarder ensemble sur cette vidéo. Tyrese Haliburton, qu'on le veuille ou non, dans le paysage de la NBA, c'est un ovni. Un meneur longiligne au shoot improbable sans explosivité particulière, mais qui soir après soir donne l'impression de jouer avec un coup d'avance sur tout le monde. C'est ce genre de joueur qu'on a du mal à ranger dans une case, parce qu'il est différent, parce qu'il ne rentre pas dans les standards du meneur star tel qu'on l'imagine. Et peut-être que c'est majoritairement pour ces raisons qu'il divise autant. D'ailleurs, je dois l'avouer, moi le premier, à l'époque, je m'étais peut-être un peu enflammé. Lors de la première moitié de la saison 2023-2024, j'avais largement été emporté par la hype Haliburton. J'en avais parlé dans une vidéo où je le présentais comme un génie du jeu, une étoile montante incontournable, probablement le meilleur playmaker en NBA, et vous avez été nombreux à me le faire remarquer, j'en avais trop fait. Pas forcément sur le fond, mais sur le timing, parce que derrière, il s'est blessé, et il n'a jamais vraiment retrouvé ce niveau stratosphérique qui m'avait tant impressionné. Il a connu des hauts, des bas, et pas mal de périodes de flottement. Cette irrégularité a ouvert la porte à une perception bien plus contrastée, et c'est compréhensible. Comme quoi, moi aussi, je m'étais sûrement un petit peu fait avoir par la culture de l'instant. Quoique, sait-on jamais, vu qu'aujourd'hui il est en finale NBA. En attendant, il y a quelques semaines, un sondage anonyme réalisé par The Athletic a révélé un chiffre frappant. 14% des joueurs interrogés ont désigné Haliburton comme le joueur le plus surcoté de la ligue, devant tous les autres. Un joueur qui ne fait pas de vagues, qui distribue des caviars comme personne, qui tourne à quasiment 10 passes par match, ce serait donc le plus surestimé de la NBA selon ses pairs interrogés. Franchement, je vais pas le cacher, quand ça a été publié, j'ai trouvé ça complètement abusé. Parce qu'au-delà de sa blessure de la saison passée, Haliburton reste un joueur rare, finaliste de conférence l'an dernier après avoir fini meilleur passeur de la ligue, membre de l'équipe type de la NBA Cup 2023 après avoir mené Indiana en finale. En gros, on parle d'un joueur qui fait gagner son équipe. Après, c'est pas un scoreur fou, c'est vrai. Dans le domaine, il peut sembler un peu en dilettante par moment, mais quand il joue à son meilleur niveau, il contrôle un match comme peu d'autres savent le faire. Il voit le jeu au moins aussi bien qu'Jokic, j'ai envie de dire, sur pick and roll. En fait, il force les défenses à faire un choix impossible, le contenir lui ou laisser ses coéquipiers seuls. Et puis on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai que Pascal Siakam a été élu MVP de la finale de conférence Est il y a quelques jours, c'est mérité. Sur la série, c'est bien Spicy P qui a été le plus régulier, le meilleur tout simplement. Cependant, le joueur le plus important de ces Pacers, celui par qui tout part, celui qui impose le rythme, celui qui organise le jeu et met ses coéquipiers dans le bon tempo, c'est qui? Là-dessus, rien à dire, c'est Tyrese Haliburton. C'est bien lui, le visage de la franchise finaliste dans la conférence Est. Alors pourquoi, du coup, cette image de joueur overrated? Peut-être parce qu'il n'a pas autant explosé en playoff au scoring que d'autres stars. Peut-être encore à cause de son tir étrange, ou alors peut-être à cause de son jeu pas très flashy pour un joueur de son calibre. Peut-être aussi parce que bien qu'il ait été sélectionné avec Team USA, il n'a pas pu briller, relégué très souvent au fond du banc l'été dernier à Paris. Ou peut-être tout simplement parce que certains n'aiment pas ce qu'il représente. Haliburton est différent, c'est un mec qui n'a jamais été bankable, qui a été coupé en AAU, qui n'a pas eu d'offre en provenance de gros programmes NCAA, et qui a eu besoin de 2 ans avant de percer avec Iowa State avant d'être drafté. C'est un gars sans réel pédigré, d'abord passé par Sacramento avant d'être envoyé à Indiana. Pour être honnête, j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, il a toujours été sous-coté, et pourtant aujourd'hui on affirme le contraire. La tendance se serait-elle inversée? Bon, après, ce sondage de The Athletic ne l'a pas dérangé plus que
ça, tout du moins en apparence. Il a dit qu'il savait qui il était, qu'il se concentrait sur son vestiaire et sur la gagne, et franchement j'y crois. Il a cette confiance tranquille, presque déroutante, il ne cherche pas à convaincre tout le monde, il sait ce qu'il apporte, et si ça ne plaît pas à certains, tant pis. Maintenant, attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, il a encore des choses à prouver bien évidemment. Au niveau du scoring, de la constance, ou de la défense par exemple, mais de là à dire qu'il est surcoté, je pense qu'on fait fausse route. En fait, on est peut-être en train d'assister à l'un des plus beaux paradoxes de la NBA actuelle. Haliburton est un joueur traité comme une superstar par la Grande Ligue, snobé par certains de ses pairs, disrespecté par une poignée de fans, mais dont l'impact réel sur le terrain dépasse largement ce que l'œil non averti peut percevoir. Tout du moins, c'est le sentiment qui m'habitait avant d'analyser la question en profondeur comme on va le faire maintenant. Mais avant de trancher sur le cas Haliburton, faut quand même qu'on parle 2 secondes de ces étiquettes qui collent à la peau, surcoté et sous-coté. Ça veut dire quoi exactement? Parce qu'on balance tout le temps ces termes à la volée, mais on s'attarde rarement sur leur signification. Être surcoté, ce n'est pas être nul, c'est juste qu'à un instant T, la hype qui est autour de toi dépasse ton impact réel. Ça peut venir d'un storytelling qui écrase tout le reste, une mixtape YouTube, une déclat virale, un maillot qui se vend bien, ou même d'un contexte statistique flatteur. Tu peux mettre 25 pions, mais à 42% dans une équipe de bas de tableau, et pourtant on te décrit comme le prochain visage de la ligue. Autrement dit, être surcoté, c'est quand la perception publique, médiatique, ou parfois même contractuelle, est au-dessus de la valeur que tu crées vraiment sur le terrain. Ce décalage n'est pas un crime, c'est souvent le produit de l'économie NBA. On vend des récits avant de vendre des victoires. Le danger, c'est qu'on finit par ignorer les limites du joueur, et le jour où elles explosent en plein écran, la bascule est violente. Ça tourne vite au bashing. A l'inverse, être sous-coté, ce n'est pas juste être underground ou jouer dans un petit marché. C'est produire davantage que la reconnaissance perçue. T'es le type qui verrouille la meilleure option adverse tous les soirs, qui fluidifie l'attaque, qui gagne des matchs, mais comme ça ne transparaît pas dans les box scores, on ne te met pas en lumière. Résultat, moins de votes All-Star, moins de sponsors, parfois même moins de dollars au moment de négocier le chèque. Et paradoxalement, plus on répète que t'es sous-coté, plus on finit parfois par te surestimer en retour, parce qu'on veut réparer l'injustice et oublier tes vraies lacunes. Le curseur part alors dans l'autre sens. C'est pour ça que ces deux notions sont si difficiles à évaluer, et c'est pour ça que c'est difficile de ne pas être subjectif. Parce que oui, à la base, il n'y a rien d'objectif dans cette évaluation, elle dépend des attentes de chacun, c'est un jeu de miroir. Un joueur surcoté par un fan peut clairement être sous-coté par un autre. Tout dépend de l'image qu'on projette, de l'attente qu'on fabrique, et de la réalité qu'on perçoit. Dans ce genre de débat, les biais cognitifs sont évidemment hyper nombreux, et ça devient très compliqué de les contourner. C'est pour ça que quand je me demande si un joueur est surcoté ou sous-coté, j'essaye de croiser plusieurs couches. Les chiffres évidemment, mais aussi le contexte, le rôle du joueur, la qualité de ses coéquipiers ou la pression du moment. Tout ça, il faut le lier avec le narratif autour de lui, ce qu'on raconte à son sujet, son poids dans l'imaginaire collectif, son contrat, les récompenses qu'il obtient. Parce qu'au fond, la valeur perçue d'un joueur, c'est la somme de ce qu'il apporte vraiment et de ce qu'on croit qu'il apporte. Et ça complexifie énormément les choses. C'est pour toutes ces raisons, en vrai, que le cas Haliburton déchaîne autant les débats sur les réseaux. Ses stats si fortes à la passe et si basses au scoring, son style atypique, la lumière médiatique qu'il a connue, puis le sondage des joueurs. La balance entre perception et réalité n'a jamais cessé de bouger, et c'est exactement là que naissent les accusations de surcote, ou à l'inverse, le sentiment qu'on le sous-estime. En tout cas, pour faire cette analyse, il va forcément falloir en venir à une question pour commencer. Quels joueurs font partie de l'élite à son poste, et à quel point en est-il proche? Comment est-ce qu'il se situe par rapport à eux? Pour le comparer, j'ai décidé de me focus sur 15 meneurs de jeu que je suis allé sélectionner arbitrairement. Pas d'Anthony Edwards, de Donovan Mitchell ou de Devin Booker par exemple, qui pour moi sont davantage des arrière-scoreurs. Pas de Darius Garland non plus, qui à première vue me semble un cran en dessous de l'élite à son poste. Tout ça se discute, mais fallait faire des choix, et je les assume. L'idée était de prendre des profils variés pour que ces comparaisons aient un max d'intérêt. Ce que je veux voir, c'est comment Haliburton se situe dans un range bien défini, le range des meilleurs meneurs de jeu actuels en NBA, et vous allez voir, le casting est sérieux. À tout seigneur, tout honneur, Luka Doncic, lui, c'est clairement l'élite. Leader d'une équipe finaliste en 2024, ultra dominant offensivement, capable de créer n'importe quel tir à n'importe quel moment, son volume, son contrôle du tempo, son playmaking et son impact, c'est du très très lourd. Chez Gilgeous-Alexander, même logique. SGA, c'est le mec qui mène le Thunder à la première place à l'ouest 2 années de suite, et qui cette saison sera en finale. Défense, attaque, clutch, maîtrise, régularité, il est là. Et sur le papier, Haliburton pour l'instant n'a pas encore ce genre de feuille de route. Dans un autre style, Jalen Brunson, lui, il est en train de prendre une dimension incroyable, même s'il vient d'être éliminé. Clutch player de l'année, leader d'un vrai contender à l'est, Haliburton a peut-être une meilleure vision, mais comme lui, Brunson a prouvé qu'il pouvait porter une équipe loin en playoff. Ça pèse lourd dans la balance.
différence. Steph Curry ensuite, même à 36 piges, reste une référence. Il n'a plus la même explosivité, les Warriors ne sont plus tout à fait les mêmes non plus qu'il y a 5 ou 10 ans, mais le simple fait que son tir crée des systèmes entiers à lui seul, ça en dit long. Aujourd'hui, Haliburton est peut-être plus propre, mais probablement pas plus impactant. Tyrese Maxey, après, c'est l'un des cas intéressants. En progression constante, ultra rapide, agressif, spectaculaire, as du scoring, mais en tant que gestionnaire, en tant que chef d'orchestre, Haliburton est au-dessus, j'ai l'impression. Maxey reste un dynamiteur, Haliburton est un organisateur. Par contre, en organisateur, on a Trae Young, le meilleur passeur de la saison, mais il évolue dans un contexte difficile, puis du point de vue de la défense, de l'efficacité ou du leadership, ça pêche. C'est peut-être là qu'Haliburton marque des points, il rend ses coéquipiers meilleurs, dans un vrai projet collectif. Dans un autre profil, Jrue Holiday, c'est tout l'inverse. Défensivement, il est au-dessus de tout le monde, mais offensivement, ses limites sont réelles. Il est précieux, mais il est davantage un lieutenant. Haliburton, lui, c'est un franchise player. Par contre, autour des doigts, Jrue a un avantage. Il a 2 bagouses. J'ai bien aimé l'idée de sélectionner la Melo Ball également, un créateur génial, fun, flashy, qui vend beaucoup de maillots, mais en contrepartie, il est souvent blessé, trop irrégulier, et n'obtient que peu de résultats collectifs. À ce jour, dans ce dernier domaine, Haliburton est bien devant lui, par exemple. Parmi les anciens, on peut aussi évoquer Kyrie Irving, vétéran, mais encore incroyable balle en main. Son expérience des playoffs, son handle, sa capacité à scorer sous pression, c'est du très haut niveau. Haliburton est plus altruiste, mais Irving a encore plus d'expérience dans les moments chauds. Pour Jamal Murray maintenant, c'est une autre discussion. En saison régulière, Haliburton est peut-être plus impressionnant, mais dès que les playoffs commencent, Murray s'est passé en mode tueur, même si depuis le titre des Nuggets en 2023, il est moins tranchant. Les deux peuvent porter leur équipe, mais Murray de son côté a déjà un titre à son compteur. Je n'allais pas non plus passer à côté de Kate Cunningham, tant j'adore son profil de grand meneur organisateur, mais il débute, il vient de découvrir les playoffs, et même si c'était encourageant, ce qu'il a montré, il y a encore du boulot. À première vue, Haliburton est déjà bien plus établi. Après, encore parmi les vétérans, James Harden c'est un cas particulier. Ancien MVP, capable de stats affolantes, mais dernièrement, il subit le poids des années, avec une efficacité qui baisse, et surtout une étiquette de gars qui craque dans les grands moments, dans les Game 7, vous savez de quoi je parle. N'empêche qu'il l'a prouvé cette saison, il peut encore être dominant. Dans un style bien à lui, ensuite, Ja Morant, c'est sans doute le plus gifté de tous athlétiquement. Il possède un talent à couper le souffle, et les fans adorent s'enchaîner ses highlights, mais entre les suspensions, les blessures et les prises de décision douteuses, son impact reste irrégulier. Haliburton, lui, est sûrement plus fiable, plus constant, plus mature. Puis même s'il vient de gravement se blesser, Damian Lillard, il faut en parler. Sa réputation est immense, mais à Milwaukee, il n'a pas vraiment réussi à faire passer un cap à l'équipe. Sa défense est devenue un souci, son scoring est moins chirurgical. Il reste clutch, mais le pic de Dame est peut-être derrière lui, quand Haliburton est en pleine ascension. Et enfin, De'Aaron Fox est mon 15e choix. Très fort, très rapide, hyper clutch, bon des deux côtés du terrain, mais sans résultat collectif depuis 2023. Son transfert à San Antonio devrait relancer la machine, c'est sûr, mais aujourd'hui, au moins au premier coup d'œil, il semble un bon cran en dessous d'Haliburton dans pas mal de domaines. Donc si je résume, avant d'analyser ça plus en profondeur, j'ai l'impression que 3 meneurs dominent, Luka, Shai et Curry. Par contre, dans le groupe de 15, Haliburton semble déjà bien meilleur qu'une bonne majorité. Je le mettrais, je pense, dans le 2e tiers, si je devais faire une évaluation à la louche. Il est clean, lucide, ultra altruiste, et surtout, il fait gagner. Et ça, dans une ligue où beaucoup de meneurs brillent, mais ne transcendent pas leur team, ça a une valeur immense à mes yeux. Donc grosso modo, là maintenant, quand je sais ça, je le mettrais entre le top 4 et le top 8. Jusqu'à maintenant, elle est là, sa cote, à mon sens. Alors enchaînons maintenant pour parler gros sous. Ça aussi, ça a son importance. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, la NBA c'est aussi un business, et un moyen assez brutal de mesurer la cote d'un joueur, c'est son salaire. Pour 2025-2026, Tyrese Haliburton va toper 45,6 millions. Ça le place pile en 6ème position dans le club des meneurs que j'ai retenu, juste derrière Trae Young et devant Kyrie Irving. À première vue, ce rang colle plutôt bien à ce qu'il montre. Pas encore dans la stratosphère, mais clairement installé au cœur de l'élite. Maintenant, si tu regardes la grille complète, tu te rends très vite compte que l'étiquette gros salaire égale meilleur joueur part très vite en sucette. Shai Gilgeous-Alexander, MVP en titre, n'est que 10ème avec 38 millions. Jalen Brunson, qui vient de porter New York sur son dos en playoff jusqu'en finale de conférence, pointe à 35 millions et finit avant-dernier de la bande. En face, Jamal Murray ou Trae Young sont mieux payés alors qu'ils n'ont pas eu l'impact de Shai cette saison. La raison est simple, le timing. Shai et Brunson ont signé leur deal avant l'explosion du cap et les nouveaux paliers Supermax. Les autres sont arrivés pile au bon moment ou ont déjà négocié leur revalorisation. Du coup, le chèque de Haliburton, c'est un indicateur, mais ça ne peut pas confirmer un verdict définitif.
Il reflète à la fois son statut de franchise player à Indiana et la fenêtre contractuelle idéale qu'il a attrapée. Est-ce que 45,6 millions pour un meneur qui tourne à presque 10 passes avec un taux de perte de balles infime dans l'une des meilleures teams de la ligue, c'est cher? Franchement non. Vu la courbe du salary cap, c'est même presque un bon deal si on projette ses progrès. En clair, le salaire situé à Liberton à peu près dans le même range que j'imaginais plus tôt. Pour le moment, c'est cohérent, ça colle à la réalité du terrain. Cependant, avant de passer aux choses sérieuses, j'ai l'impression qu'on peut encore l'affiner sa cote. Si l'on regarde la vitrine, c'est-à-dire les sélections All-Star et les élections dans les All-NBA Teams, on obtient une photo assez fidèle de la cote d'amour d'un joueur dans la ligue, auprès des fans, des experts, des observateurs et même des coachs et des joueurs. Alors regardons maintenant où se situe Haliburton dans le domaine parmi tous les meneurs que j'ai choisis. Là encore, si l'on observe les 3 dernières saisons, on a le même trio qui se dégage, la crème de la crème. Ils sont au-dessus sans débat et je n'ai aucun souci avec ça. C'est dans le trio juste en dessous qu'on retrouve Haliburton avec Brunson et Lillard. Derrière, les Morant, les Harden, les Young, les Irving et tous les autres ont été moins récompensés dernièrement. Et encore une fois, là-dedans, à mon sens, on retrouve une certaine cohérence. Que ce soit au niveau de ce que l'on peut percevoir à première vue de son salaire ou des récompenses qu'il a glanées, sa cote se situe par là, autour du top 5 des meilleurs meneurs de la ligue. Un joueur qui pèse suffisamment pour être la figure centrale d'Indiana, mais qui n'a pas encore le CV ou la constance des 3 monstres devant lui. Avant d'évaluer s'il est surcoté ou sous-coté, c'était important de la connaître cette cote, et au vu des éléments qu'on a analysés ensemble, elle paraît se situer autour du top 5. Alors maintenant, notre but, ça va être d'évaluer s'il y appartient vraiment à ce top 5 des meneurs de la ligue. Est-ce que cette pensée populaire l'évalue à sa juste valeur? Est-ce qu'elle le surestime ou est-ce qu'elle le sous-estime? Pour répondre à ça, le premier critère à évaluer, le plus simple, c'est les statistiques brutes. Et si on met tout le monde sous le microscope des 3 dernières saisons, voilà ce qu'on découvre. Tyrese Haliburton est clairement l'un de ceux qui score le moins, avec à peine 20 points marqués par match en moyenne. Il se traîne à la 15e place du groupe pour ce qui est du scoring, avec seulement Jrue Holiday derrière lui. Pareil pour le rebond, son 1m96 finit souvent trop loin du cercle pour accumuler les prises, 13e seulement. Donc si tu restes figé sur les colonnes points et rebonds, top 5 des meneurs, ça paraît abusé, bien trop haut. Sauf qu'un meneur, en tout cas selon ma perception de basketteur old school, c'est avant tout un chef d'orchestre. Et là on l'a vu juste avant, Haliburton passe de figurant à maestro. Sur la passe, il n'y a qu'un seul gars devant lui, Trae Young. Sauf que Trae perd la gonfle 4 fois par soir quand Tyrese perd la balle à peine un peu plus de 2 fois. Un ratio de dingo. Il est littéralement le meilleur de l'histoire pour les matchs à 20-10 sans aucune perte de balle. Cette propreté, en tout cas jusque-là, c'est du jamais vu. Personne n'est en capacité de la reproduire. À côté de ça, on l'a vu également, sur les contres et les interceptions, il se classe respectivement 3e et 4e. Puis en parallèle, sur l'adresse pure, il se cale tranquillement 6e au général, que ce soit au global ou à 3 points, juste derrière les snipers de luxe, loin devant les gâchettes irrégulières type Ja Morant ou Kate Cunningham. Il a beau ne se retrouver que 10e à l'adresse au lancer franc, il y a pas mal de choses qui compensent, je pense. Au global, si on met toutes ces colonnes bout à bout, il s'affiche finalement dans le top 6 partout, sauf pour le scoring brut, les rebonds et l'adresse au lancer. Et quand tu pondères ça avec son rôle, sa faculté de création pour les autres, la responsabilité qu'il a en attaque et surtout son ratio passe décisive, perte de balle, je me dis que top 5, c'est mérité. Après, bien sûr, certains vont râler à l'idée de le mettre dans ce range, car c'est certain, il ne plante pas 30 points tous les soirs. Mais Haliburton, c'est un autre profil. Si tu cherches le gars qui rend une attaque super fluide tout en jouant hyper proprement et sans déchets, bonne chance pour en trouver 5 meilleurs que lui. Sur la case statistique pure, le meneur des Pacers n'est ni survendu ni bradé. Il est exactement évalué là où ses chiffres l'y placent à mon sens, au cœur du top 5. Mais bon, si vous me connaissez un peu, vous savez que les stats brutes comme ça, je n'y accorde que peu d'importance. Pour évaluer le niveau d'un joueur, j'aime connaître l'impact réel qu'il a sur sa team. Et pour faire ça, une nouvelle fois, j'ai fait appel à une statistique. Pas une statistique brute, mais une statistique avancée, l'Estimated Plus Minus, l'EPM. Pour faire simple, c'est un thermomètre qui mesure combien de points ton équipe gagne ou perd sur 100 possessions quand tu es sur le parquet, tout en nettoyant certains parasites. Ouais, cet EPM tient compte de qui joue avec toi, contre toi, du rythme, des possessions, des postes, bref, il enlève tout le vacarme autour pour garder l'impact pur d'un joueur sur son équipe. Pour ça, on mixe 2 briques, les stats classiques et un gros modèle qui compare les écarts de score quand tu es sur le parquet ou sur le banc. Ensuite, avec du machine learning, on régularise, on lisse et on obtient une note lisible. Au-delà de plus 5, tu es dans la stratosphère, entre plus 2 et plus 4, tu es un All-Star solide, et en dessous de 0, tu plombes littéralement ta team. Et encore une fois, si l'on regarde ça avec attention, sur les 3 dernières saisons, le podium est clair. Shai Gilgeous-Alexander tutoie les étoiles, Luka Doncic suit, et Steph Curry ferme la marche. Par contre, juste derrière ce trio galactique, devinez qui pointe le museau, Tyrese Haliburton, bien évidemment, devant Lillard, Harden, Irving, mais aussi largement au-dessus de joueurs comme Brunson, Maxey ou Trae Young. Autrement dit, les chiffres confirment le feeling. Haliburton fait décoller son équipe.
Tout ça, évidemment, ça va se remarquer sur les résultats, et même plus précisément sur le terrain, quand il joue. Cette saison, au fur et à mesure que Haliburton est monté en puissance, les Pacers sont accélérés, terminant la saison sur un 34-14 pour finir sur un bilan de 50-32. Chaque fois qu'il dirige l'attaque, le rating offensif explose, et dès qu'il sort, tout ralentit. Son ratio passe-balle perdue reste délirant, et dans le clutch time, il affiche un incroyable 10 sur 11 sur les tirs pour égaliser ou passer devant. C'est exactement ce que raconte le PM, plus 4 points par 100 possessions, juste parce qu'il est là, à distribuer, à temporiser, à sanctionner. Évidemment, après, ce modèle n'explique pas tout, il n'est pas parfait, ce serait trop simple. Voir Jalen Brunson s'afficher à la 10e place seulement par exemple, ça paraît hyper sévère pour le meneur des Knicks. Cependant, à ce jour, pour beaucoup, c'est l'outil le plus précis qu'on puisse avoir pour relier un joueur et l'impact qu'il a sur la victoire de sa team. Et on l'a vu, dans le domaine, Haliburton s'affiche top 4 assez aisément. Encore une fois donc, cette place correspond à sa cote, voire même un peu mieux, ni survendu ni bradé, juste à son vrai poids, celui d'un meneur qui à lui seul peut changer la météo d'une franchise. Mais bon, la saison régulière c'est bien beau, mais c'est pas là que tu gagnes des titres, alors passons au plus important, les playoffs. Parce qu'au final, c'est bien là qu'un meneur montre s'il pèse vraiment ou s'il est juste là pour faire beau dans les highlights de janvier. Pour avoir une idée de cet impact, j'ai décidé d'aller observer le nombre de séries gagnées ces 3 dernières années pour tous les meneurs que j'ai sélectionnés. Tout en haut, Jamal Murray avec 6 séries remportées, puis Tyrese Haliburton et Jrue Holiday à 5. Le meneur des Pacers pourrait même finir à 6 et rejoindre Murray au sommet si Indiana devait gagner le titre. Sait-on jamais. Si la bague revient à SGA, il sera également à 5. Par contre, ok, Shai est un MVP qui porte sa team plus que quiconque, mais ni Murray ni Holiday ne sont les moteurs offensifs principaux de leur team. Murray s'appuie sur Jokic, Holiday sur Giannis, puis sur le collectif de Boston. En revanche, même s'il compte évidemment fort sur Siakam et tous ses autres potes, le visage des Pacers actuellement c'est définitivement Haliburton. Indiana s'est qualifié en finale grâce à son collectif, mais difficile de dire que sur tout le long du parcours de l'équipe, ce n'est pas Haliburton leur leader. Encore une fois, c'est lui qui gère l'attaque, le rythme des Pacers, c'est la rampe de lancement, c'est par lui que tout commence. Après, ok, il faut le concevoir, il faut en être conscient, il existe un biais là-dedans, car clairement, il est beaucoup plus facile de passer des tours dans la conférence Est actuellement que dans la conférence Ouest. Cependant, à nouveau, dans le domaine, quand on regarde mon visuel, on se rend compte que le top 5 est largement atteint. Ce qui saute aux yeux, c'est que depuis 2 ans, Haliburton réussit à emmener sa team super loin, et c'est très fort. Là-dedans, il est régulier finalement dans la victoire. Puis c'est simple en fait, avant 2024, les Pacers n'avaient pas passé un tour depuis près de 10 ans. Lui, après 2 saisons à prendre ses marques, il les porte vers la finale de conf 2024, puis vers la finale NBA 2025. Et son rôle, notamment dans les moments clutch, désolé, mais il est immense. Un lay-up sur la tête de Giannis pour éliminer les Bucks, un step back de feu pour mener 2-0 contre Cleveland suivi de sa Big Balls Dance, un panier légendaire dans le match 1 de la finale de conférence au Garden suivi du choke sign, et une équipe d'Indiana qui, sous ses ordres, fait partie des meilleures attaques des playoffs. C'est fou. Difficile de parler de joueurs surcotés, on s'en rend compte quand t'es capable de sortir de tels coups de poignard. Surtout que bon, même si Indiana ne part clairement pas favori pour la finale face à OKC, il leur reste tout de même une chance de titre, même si elle est infime. Et ce n'est pas notre sponsor, Winamax, qui va dire le contraire. Selon les codes chez eux, Indiana est proposé à 4,2 pour le match 1 dans l'Oklahoma. Pas besoin d'être statisticien pour réaliser que c'est une sacrée opportunité. Les Pacers sortent tout juste d'une série intense, donc totalement dans le rythme, alors que les jeunes du Thunder pourraient être un brin rouillés après leur semaine de repos post-Wolves. C'est typiquement le genre de pari osé qui peut rapporter gros. Et si tu veux tenter le coup, tu peux le faire en mode zéro pression grâce à leur offre de bienvenue que tu obtiendras en cliquant sur mon lien en description. Ton premier pari sera remboursé en cash jusqu'à 100 € s'il est perdant. Concrètement, tu déposes 100 balles et tu les mises sur Indiana. Si ça passe, tu peux retirer 420 € dès le lendemain et tu fais un énorme braquage. Et si ça casse, aucun souci, tes 100 € te seront remboursés sous 72 heures max, tu pourras les re-retirer et finalement t'as juste rien à perdre là-dessus. En plus, si ça t'intéresse, en rentrant le code le 6e homme lors de ton premier dépôt, tu obtiendras en bonus 10 € de free bet pour en faire ce que tu veux ensuite. Vraiment, avec toutes ces offres pendant les playoffs, en ce moment c'est Noël chez Winamax. Mais attention, te précipite pas, avant que tu joues, je veux te faire un rappel qui est plus qu'indispensable. Les paris sportifs, c'est très logiquement interdit aux mineurs, et surtout c'est important, ça doit rester un loisir, un truc qui t'apporte du piment quand tu mates du sport. Ne mise jamais plus que ce que tu es prêt à perdre, l'idée c'est de kiffer les playoffs, pas de se mettre dans le rouge, c'est pas là pour remplacer ton taf. Si tu sens que ça dérape, que ça t'isole ou que ça devient flou, fais une pause et cherche de l'aide. Il n'y a aucune honte à ça, d'autres sont passés par là. Ouais, clairement ne t'inscris pas si de base tu sens que tu peux être addict, que tu peux craquer ou que tu peux faire n'importe quoi, fais pas le débile. Néanmoins, si t'es responsable et que tu crois à une bonne vieille perf surprise des Pacers pour le Game 1 des finales, que tu veux soutenir la chaîne, c'est important, et profiter d'un pari sans
sans risque, c'est le moment. Lien en description, code le 6e homme et on se retrouve peut-être dans quelques jours pour fêter tes 420 balles. Parce que comme je le montrais un petit peu plus tôt, en termes de tours passés en playoff sur ces 3 dernières saisons, Haliburton se situe déjà très haut, presque au sommet. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette colonne, le meneur des Pacers se classe déjà dans le top 3 des séries remportées depuis 2023, tout en étant le visage d'une franchise qui, avant lui, n'avait pas gagné un match de post-season depuis 2018. À nouveau, ça bétonne sa place dans le top 5 des meneurs, et ça commence même à chatouiller les étages supérieurs, j'ai l'impression. Alors la dernière question qu'on peut se poser, pour confirmer ce range ou non, concerne ses stats en playoff et son impact individuel. Est-ce que ces chiffres bruts viennent valider les bons parcours d'Indiana, ou alors est-ce que c'est juste dû à ses coéquipiers? Et là encore une fois, sans surprise, ça tourne autour d'un même constat. Haliburton ne bombarde pas comme Brunson ou Luka, mais il orchestre comme personne. En fait, c'est comme en saison. Peu de scoring, mais deuxième meilleur passeur derrière Trae Young en perdant 2 fois moins de ballons que lui. Un ratio royal, une propreté clinique. Ajoutons à ça une adresse globale de 47,5% au tir que seul SGA surpasse, et je pense qu'on peut pardonner le fait que dans d'autres domaines, il ne soit pas au sommet. Et puis ce que j'aime avec lui, en plus de son immense propreté, c'est qu'il remplit même les petites cases que certains délaissent. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de ça, quand on gratte la surface, on peut reprocher rapidement à Haliburton de vivre trop dans les extrêmes. Avec lui, c'est tout ou rien. Autant il est capable de faire des matchs historiques en triple-double à 32 points et 15 passes sans aucune balle perdue, autant il peut être invisible au match suivant. Haliburton est donc irrégulier en playoff, c'est un fait. Mais ce que j'aime, c'est qu'il performe souvent dans les meilleurs timings. Sa clutchitude, on en a parlé juste avant, elle est réelle, et pour moi, elle compense largement son inconstance. Il ne sera jamais un bulldozer à 30 points par match, et alors? Il est la centrale électrique qui alimente toute l'attaque des Pacers, et qui, quand ça compte, assassine ses adversaires lui-même. Franchement, si ça c'est être surcoté, je veux bien qu'on me surcote tous les jours. Les chiffres ne vont peut-être pas tous dans son sens, mais pour moi ça ne suffit pas pour le sortir du top 5 des meneurs. Là du coup, si je fais le bilan, dans un premier temps, on a évolué sa cote d'amour dans la ligue, dans le top 5 a priori, et ce qu'on a vu, c'est que dans tous les domaines, sur le terrain, il correspond aux critères. Les stats en saison, l'estimated plus-minus, les parcours en post-season, les chiffres en playoff, tous ces domaines ont des biais, c'est sûr, mais quand on les met bout à bout, mince, ça devient difficile de nier l'évidence. Alors ouais, c'est sûr qu'il n'a pas du tout le même profil que tous ces meneurs modernes qui ont un jeu principalement orienté vers le scoring. En contrepartie, quand on parle de playmaking pur, de passes décisives, de ratio assist-turnover, difficile de dire qu'il ne fait pas partie de la crème en NBA, au moins dans ce domaine, et si à ça on ajoute sa clutchitude, je me dis que même top 5, ça peut être un poil dur le concernant. Quand il temporise, c'est pour faire mal, quand il accélère, c'est pour tuer. Franchement, je trouve que ça en fait des points qui vont dans son sens, alors pourquoi cette image de joueur surcoté? Parce qu'il joue à Indianapolis, loin des grandes vitrines, parce qu'il chambre en plein match sans avoir l'appui des médias ou d'un gros marché pour le protéger, et surtout parce que 13 gars, ouais, sur l'échantillon des votants, 14%, ça fait seulement 13, ont coché son nom dans un sondage anonyme. 13 sur 90 votants. Qui dit d'ailleurs que ça ne serait peut-être pas 13 joueurs des Bucks qui en auraient marre de se faire botter le cul par Indiana en playoff. Parfois le seum peut pousser à faire des choses débiles, je ne dis pas du tout que c'est ça, hein, c'est sûr, mais ce qui est certain par contre, c'est que ce sondage ne peut en aucun cas poser un verdict définitif. Maintenant, avec du recul, je pense qu'en réalité, Haliburton paie surtout son profil discret. Pas de highlight violent, pas de storytelling, un shoot chelou, mais un basket chirurgical qui fait tomber des têtes. Un meneur de 25 ans qui signe un triple-double sans turnover en finale de conf et tourne à un EPM de +4, ça ne devrait pas simplement être un All-Star de passage, ça devrait être un nom qu'on cite spontanément quand on parle des tout meilleurs meneurs de la planète. C'est pour ça qu'à la fin de cette analyse, pour moi, la réponse est claire comme de l'eau de roche. Aujourd'hui, c'est une hérésie de dire qu'Haliburton est surcoté. Au mieux, il est sous-coté. Au pire, il est jugé à sa juste valeur. Mais surcoté, jamais de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette conclusion? Dites-le moi en commentaire en portant davantage vos coronesses que ce que l'ont fait les 13 qui ont répondu au sondage anonyme. Comme d'habitude, j'attends vos retours avec impatience, et si on peut avoir des débats un petit peu plus intéressants que ce qu'il y a eu pour ce sondage débile, je suis preneur. Alors lâchez-vous, j'ai hâte de vous lire.